Il a une photo au bord mâché par le temps. Un jeune homme au regard dur, costume trop sage, et derrière lui, Londres sous la pluie. On dirait un employé, pas un futur chef de gouvernement. Pourtant, ce 24 octobre 1950, le même visage se lève devant l'Assemblée nationale à Paris et lâche 4 mots qui fendent l'air comme une lame. Une armée européenne. La salle bourdonne. On comprend d'un coup que cet homme venu de Rennes joue avec la géographie du pouvoir. Qui est-il pour risquer ainsi la souveraineté des drapeaux et pourquoi maintenant, dans une Europe encore cabossée par la guerre et déjà saisie par la peur de la suivante? René Pleven est né le 15 avril 1901 à Rennes, fils d'un officier, Jules Pleven, formé dans la rigueur militaire et l'idée que la France tient debout quand ses institutions tiennent le rang. Dans l'appartement étroit où l'on parle de Saint-Cyr et de discipline, l'enfant apprend d'abord à écouter. Plus tard, à Paris, droit à la Sorbonne, Sciences Po, concours de l'inspection des finances raté d'un souffle, et une décision qui tranche avec le confort des carrières administratives, partir. New York, Montréal, Londres, il se frotte au téléphone, à l'électricité, à l'industrie qui s'emballe. Les bureaux sentent l'encre et le métal chaud, la technique lui inculque une morale, connectée, c'est gouverner sans uniforme. On le voit rentrer en Bretagne comme on rentre d'une traversée au long cours, avec un coffre rempli d'habitudes anglo-saxonnes. Il épouse en 1924 Anne Bompard, fille de Raoul Bompard. Union discrète, 2 filles, Françoise et Nicole. Dans les dîners, Anne parle peu, sourit beaucoup, mais chacun remarque sa manière de faire glisser la conversation vers ce qui compte, vers l'utile. Dans un monde où la politique s'apprend entre hommes, elle impose, sans éclat, un art de cadrer les priorités. On la retrouvera souvent comme une ombre lumineuse derrière ses décisions privées, et parfois publiques, parce qu'un engagement n'est jamais isolé du foyer qui l'absorbe et le relance. La crise des années 30 ramasse les hommes sur des choix secs. Pleven opte pour l'économie réelle, les réseaux, la circulation des messages. Quand la France se fend en 1940, il bascule à Londres, dans l'oxygène rude de la résistance extérieure. Il n'est ni tribun ni soldat d'assaut. Il est ce relais dont les causes ont besoin, l'homme qui téléphone, organise, négocie, fait circuler les promesses et les vivres. En 1941, il s'assied parmi les 9 membres du Comité national français aux côtés du général de Gaulle. C'est une salle nue, un bureau rayé, des cartes punaisées. Les voix sont rudes, les nuits s'allongent. Le monde est instable, mais les phrases tiennent. Pleven comprend que même vaincue, une nation peut se durcir si ses institutions se recomposent. Dans ces années de Londres, les femmes ne sont pas décoratives. Elles codent, dactylographient, transportent, pressent. Certaines, dont les noms se perdent dans les archives, ouvrent les portes entre les étages et entre les cœurs. On se parle vite, bas, sans emphase. Anne, restée en France, porte l'angoisse et la logistique du quotidien. La séparation impose à leur couple une grammaire de patience. Les lettres passent par des chemins détournés. « Tiens bon, nous tenons bon », écrit-il, selon les souvenirs de proches. La guerre fabrique ainsi un langage conjugal qui survivra à la paix. Peu de mots, beaucoup d'efficacité. La libération ne lui offre pas la douceur promise. Elle lui tend des responsabilités. Compagnon de la Libération, ministre dès 1944, il apprend la géométrie variable de la 4e République, ses coalitions fragiles, ses fidélités conditionnelles. En 1946, il contribue à fonder l'Union démocratique et socialiste de la résistance, l'UDSR, pour faire tenir ensemble les fibres sociales et libérales de l'héritage clandestin. Dans le bureau d'un ministère que l'on désodorise encore des odeurs de papier humide, on voit Pleven aligner les dossiers, ranger les cartes, ordonner les priorités, comme si l'exactitude pouvait tenir lieu de doctrine. À Dinan et dans les Côtes du Nord, il s'enracine. Il devient le député du coin, celui qui serre les mains rugueuses aux sorties d'usines et parle d'aménagement, de routes, d'électrification. Il n'oublie pas ce qu'il a appris dans les compagnies de téléphonie. Pour réduire la distance, il faut des câbles, des rails, des décisions. Sur la table de réunion du Conseil général, une maquette de pont en carton ondulé attire l'œil. Elle dit la même chose que ses discours. La Bretagne doit entrer dans le même siècle que Paris. Pendant ce temps, à l'Est, la tension monte. 1949 a inventé l'OTAN. 1950 a révélé en Corée à quelle vitesse une étincelle pouvait enflammer la planète. Les États-Unis réclament la reconstitution d'un potentiel militaire en Europe occidentale. La question allemande, gercée par le souvenir des tranchées et des exactions, empoisonne les conversations tardives au Quai d'Orsay et à Saint-Germain. La République fédérale d'Allemagne existe et la tentation de la réarmée rôde, brutale, nue. Pleven, ministre de la Défense, plus président du Conseil,
cherche un angle qui ne trahirait ni l'histoire ni l'avenir. Il regarde une carte de l'Europe posée à plat. Ses doigts tracent des lignes qui s'entrecroisent. Et s'il fallait désapprendre à additionner des armées nationales pour apprendre à en constituer une seule, au-dessus des nations? Le 24 octobre 1950, Savoie énonce le plan Pleven. Intégrer des contingents allemands dans une entité militaire européenne, supranationale, avec un commandement partagé, un budget commun, une autorité politique sans uniforme national. L'idée est plus qu'audacieuse. Elle entame un tabou. Celui qui tenait encore la France à distance de l'Allemagne autrement que par la surveillance. Dans les couloirs, les murmures s'entrechoquent. Les gaullistes y voient une dilution de la souveraineté, les communistes une manœuvre atlantiste, beaucoup de socialistes hésitent entre le souvenir et la peur. Chez lui, ce soir-là, le salon est silencieux. Un manteau accroché sur un dossier de chaise, une lampe allumée, Anne qui verse le thé comme on allège une tension. « Tu as mis la main dans l'engrenage », souffle-t-elle selon un proche. Elle sait ce que coûte une idée qui veut changer la forme d'un continent. Dans les jours suivants, elle deviendra l'interlocutrice la plus franche, celle qui demande non pas si l'on a raison, mais si l'on a les alliés pour survivre à l'avoir eu. René Pleven ne parle guère de sa vie intime, mais ses choix publics trahissent une attention aux trajectoires invisibles. À la Chambre, dans les débats sur le droit de la famille qui surgiront plus tard, il plaidera pour que les règles cessent de punir l'irrégularité sociale. Il ne théorise pas, il ajuste. Dès la fin des années 40, on le voit visiter un foyer d'accueil où les femmes isolées s'occupent d'enfants sans paperasse claire. Les registres sentent la poussière, mais les gestes, eux, sont nets. Cette scène, modeste, raconte son tropisme. La loi n'est pas un monument, c'est un outil qui doit marcher pour celles et ceux qui n'ont personne pour l'expliquer. Revenons à l'Assemblée, automne 1950, quand l'Europe n'est qu'une hypothèse. Le plan Pleven n'est pas une improvisation solitaire. Il a été nourri par des heures de conversation avec des Européens de toutes obédiences, par l'écoute attentive de Jean Monnet, par la conscience aiguë que l'intégration économique née du plan Schuman appelle une architecture militaire qui l'empêche de s'effondrer au premier choc. Mais il porte sa signature parce qu'il tranche, et qu'il tranche vite. Il fait un pari, que la peur du passé ne peut être conjurée que par une construction qui offre à l'Allemagne une place surveillée et utile. Dehors, le pavé garde la mémoire des pas. Un manifestant brandit un panneau où l'on a écrit au charbon « Non à l'armée des autres ». Les haut-parleurs crachotent, on se bouscule, on s'interpelle. La presse allemande ironise, la presse américaine calcule, la presse française se déchire. La diplomatie, elle, se mesure à une règle simple. Qui tient la plume, tient le rythme. Pleven, en quelques semaines, a imposé son tempo. Il a remis la France au centre d'un débat qui la dépassait. Mais le tempo n'est pas l'issue. Il sait que le plus dur commence. Dans un restaurant du 7e arrondissement, tard le soir, une table porte les traces d'un dîner trop long. Miettes, cendriers, verres vides. 3 députés, une conseillère officieuse, une journaliste. On parle de l'EDC, de la crainte d'une commandite américaine, du risque d'une Europe sous tutelle. La journaliste, stylographe en main, demande « Et vous, Madame Pleven, qu'en pensez-vous » Anne répond d'une phrase courte « Je pense à nos filles, qui seront européennes par nécessité. » Puis elle se tait. Sa sobriété désarme les effets de manche. Le lendemain, l'article paraîtra sans sa citation, mais avec un ton que l'on devine influencé. Moins de posture, plus de conséquences. Ce soir-là, en rentrant, René ouvre un tiroir. Il y range une coupure de presse étrangère qui parle de longue haleine. Il sait que la 4e République, nerveuse, impatiente, ne tolère que rarement la durée. Dans sa poche, une note. Coaliser des centristes, rassurer des sociodémocrates, isoler les extrêmes. La politique se ramène à ce genre de liste quand la géopolitique se met à battre la mesure. Il griffonne un mot à Anne, posé sur la table de l'entrée. Tenir. Mais la première fissure apparaît déjà. Elle ne vient pas de l'étranger, ni des critiques affichées. Elle naît à l'endroit le plus fragile, l'intérieur même des alliances qui l'ont portée. Certains compagnons de résistance, séduits par la force simple du face-à-face national, voient dans sa proposition une trahison des réflexes appris dans la clandestinité. À Dinan, un électeur qu'il connaît par son prénom l'arrête et dit « On a déjà donné, monsieur le député ». Cette phrase le suit comme un pas derrière lui. Il comprend qu'à force de parler de supranational, il lui faudra retourner sans cesse aux cuisines de la nation. Alors dans son bureau, il pose 2 objets côte à côte. À gauche, la carte d'état-major de l'Europe, marquée de traits bleus et de flèches. À droite, une photo en noir et blanc, Anne et les 2 filles sur une plage bretonne, des pulls trop grands, des vents qui affolent les cheveux. L'un rappelle l'échelle des décisions, l'autre le prix si elles échouent. Et entre les deux,
au milieu du bois poli, un agenda où les réunions s'empilent jusqu'à l'illisible. Le futur ne le ménage pas, la Corée continuera de tressaillir, l'Alliance Atlantique de se tendre, Paris de s'agiter. Pleven se dresse, trébuche, se reprend. Il sent que l'architecture qu'il propose ne tiendra que si lui-même tient entre les angles, sans faiblir. La nuit descend sur la capitale. Les fenêtres du ministère se vident. On éteint, une à une, les lampes comme des étoiles qu'on effeuille. Il reste encore un halo, celui de son bureau. La porte est entr'ouverte. On entend seulement le bruissement d'une page que l'on tourne, puis le bruit familier d'un stylo que l'on pose. La première journée de l'Europe militaire vient de finir. Elle a à peine commencé et déjà, au lointain, on devine la résistance des cloisons, la patience des adversaires et ce point minuscule mais tenace où le privé et le public se touchent. Une main sur une épaule, un regard qui mesure la fatigue et la question que chacun se répète sans l'avouer. Tenir, oui, mais jusqu'où ? Il serre un stylo Parker jusqu'à blanchir les phalanges, puis le repose net sur un carton bleu. Dans la pièce, 3 horloges affichent Washington, Paris, Bonn. Nous sommes en janvier 1951. La guerre de Corée gronde, l'inflation aussi, et René Pleven, président du Conseil depuis juillet, tient ensemble des chiffres qui refusent d'obéir. Il a promis une armée européenne, et il doit, dans le même souffle, envoyer des crédits à l'Indochine, calmer les grèves, rassurer des partenaires qui comptent les divisions. Le contraste est brutal. L'architecture des idées d'un côté, l'avalanche des factures de l'autre. C'est ici que la stature politique se mesure. C'est ici aussi que se creuse le prix humain. Chaque matin, on le voit gravir l'escalier de Matignon, manteau sombre, un dossier crème marqué Défense, Urgence. Les couloirs sentent la cire et la tension. À sa gauche, Robert Schuman pousse la communauté européenne du charbon et de l'acier. À sa droite, Jean Monnet murmure la logique des étapes. Au téléphone, Dean Acheson pèse les mots comme des lingots. Les Américains veulent la force, vite. Les Français veulent des garde-fous, plus vite encore. Pleven répète sa ligne. Pas de division allemande ressuscitée sous drapeau national, mais des contingents enchâssés dans une entité supranationale. Il transforme des craintes historiques en architecture institutionnelle. Mais chaque clause coûte du crédit politique. Et ce crédit s'use à mesure qu'on l'emploie. Au Palais Bourbon, des voix s'aiguisent. Les gaullistes parlent d'abandon, les communistes d'asservissement, des socialistes hésitent, et l'on sent la majorité se composer comme un mobile de caldaire, flottant, instable. Les dates s'enchaînent. Fin 1950, premier pourparlers. 1951, fixation des principes. 27 mai 1952, signature du traité instituant la communauté européenne de défense par 6 pays à Paris. Entre ces balises, la dramaturgie parlementaire ne relâche pas sa prise. Dans une salle de commission, une députée bretonne au regard clair, Marie-Madeleine Dienesch, prend la parole pour rappeler les fantômes du Front Ouest et la nécessité d'un cadre commun. La présence rare d'une femme dans ce cénacle secoue l'atmosphère, ramène le débat au réel. La génération qui a ramassé les débris veut que ses enfants respirent autrement. Le soir, rue Barbet de Jouy, Anne ferme le piano et lui tend un bol de bouillon. Elle a appris à doser la parole comme on dose une médication. « Tu sais très bien que l'idée est plus forte que les cris », dit-elle simplement. Elle a suivi les éditoriaux, comparé les cartes, repéré les mots qui blessent. On la voit parfois, discrète, dans une antichambre, saluer un diplomate, parler quelques minutes à une journaliste. Pas de confidence, mais un ton. Sa présence tisse une trame de douceur dans un monde qui érige la dureté en vertu. Leur couple tient par cette mécanique-là. Elle garde l'axe pendant qu'il affronte la turbulence. Dans la salle du Conseil, on empile les arbitrages comme des pierres de guet. Il faut financer l'Indochine où de l'âtre de Tassigny bataille sur la rivière Rouge, moderniser les forces en métropole, promettre des matériels aux alliés et inventer, par-dessus, un état-major européen qui ne soit pas un mirage. Pleven tranche parfois au millimètre. Il redistribue des crédits de fonctionnement, renvoie un achat d'avion d'un trimestre, obtient une ligne spéciale pour la formation d'officiers intégrés à la future CED. Ces micro-résolutions n'ont rien d'héroïque, mais elles fabriquent de l'irréversible. Un jour de septembre 1951, il signe une note où l'on lit « Ne pas confondre vitesse et précipitation. Confondre, c'est échouer ». On pourrait croire à une maxime de bureau. C'est un garde-fou stratégique. Au gré des déplacements, la politique se personnifie. À Bonn, Konrad Adenauer parle bas, choisit ses silences, insiste sur la dignité retrouvée plutôt que sur les effectifs. À Rome, Alcide de Gasperi emprunte à la liturgie sa façon de sceller des coalitions. À La Haye, l'on pèse inlassablement la balance entre Atlantique et continent. Pleven, lui, joue une partition à la fois sobre et entêtée. Un soir d'hiver, dans une petite pièce attenante à une salle de conférence,
Il pose sa main à plat sur la table et dit, presque pour lui, « Si nous ne trouvons pas la forme, la force nous trouvera. » Phrase courte, conséquence lourde. La presse suit chaque oscillation. Les manchettes parlent de plan Pleven, de camisole supranationale, de boucliers partagés. Dans les cafés du 9e arrondissement, on aligne les argumentaires comme des verres d'absinthe. À Dinan, où son ancrage électoral reste sa base de respiration, des commerçantes l'abordent sur le marché. L'une lui dit qu'elle ne veut plus de soldats allemands dans sa rue, l'autre rétorque que son fils mérite une Europe où l'on s'enrôle pour défendre une maison commune. Ces voix pèsent. Il les emporte à Paris comme des poids dans les poches. Le pouvoir se paie en heures grignotées au sommeil. Des proches racontent qu'il maigrit, qu'il reconduit les mêmes gestes pour tenir la fatigue à distance, marcher vite dans le jardin de Matignon, avaler un café noir sans sucre, relire à voix basse les paragraphes qui font sens. L'équilibre domestique en souffre, même si personne ne le dramatise. Anne parle parfois de vacances jamais prises, de lettres à leur fille qu'on écrit trop tard. On ne les plaint pas, on les voit simplement payer le tarif discret de la haute fonction. La question des femmes, dans ces années masculines, se faufile par les bords. Pleven ne théorise pas de doctrine féministe, mais il écoute, et cela change la texture des décisions. À l'UDSR, où les fidélités sont mouvantes, il s'appuie sur quelques responsables locales qui savent tenir des comités et des permanences, souvent dans des arrière-salles de café où l'on renifle encore le tabac froid. L'une d'elles, institutrice à Saint-Brieuc, vient à Paris plaider pour l'accès des jeunes filles aux écoles techniques. Il l'entend, récupère un amendement oublié, le pousse dans un texte de modernisation. Rien qui fasse un titre, mais une pierre de plus sous un pont. Au début de 1952, l'équation devient plus tranchante. Pleven a connu une première chute en février 1951, puis un retour à Matignon en août jusqu'en janvier 1952. 2 mandats courts, tous deux exposés, tous deux pris dans l'ouragan de la CED. À chaque remaniement, on recompte les alliés. Les radicaux soupèsent leur circonscription, le MRP tient la ligne européenne, la SFIO de Guy Mollet s'agace des sacrifices sociaux. Les communistes, forts de leur réseau syndical, ancrent la rue sur la pierre. Le président Henriol reçoit, temporise, renvoie. La mécanique institutionnelle, que l'on disait maniable, se révèle un labyrinthe. Dans un bureau du Quai d'Orsay, le 27 mai 1952, on pose des plumes Waterman et on signe. Les pages claquent. Les 6 États fondateurs inscrivent la CED dans le droit. Ce jour-là, Pleven ne jubile pas. Il sait que la bataille suivante sera la ratification à l'Assemblée nationale, sur un terrain où les réflexes, les souvenirs et les arithmétiques s'entrechoquent. Le soir, Anne glisse dans le tiroir de son secrétaire un ruban bleu et jaune qu'une amie lui a offert. Colors d'Europe avant l'heure. Elle sourit. Il faudra bien des rubans pour attacher ses volontés. Cette boutade dit une vérité. La volonté d'intégrer ne suffit pas, il faut les coutures. Le coup politique s'accumule ailleurs aussi, dans l'empire qui se défait. À Saïgon, à Hanoï, les câbles pleuvent, portent les nouvelles de pertes, de budget, d'ultimatum. La 4ème République, prise entre Indochine et Europe, tend ses nerfs. On reproche à Pleven de disperser son énergie, d'être l'homme d'une Europe théorique, loin des rizières. Il répond par des chiffres. Des crédits sont libérés, des renforts annoncés, des compromis arrachés. Mais un compromis ne photographie pas l'héroïsme. Il entr'ouvre une porte que personne ne remarque. On ne bâtit pas une légende avec des décrets au journal officiel. On consolide pourtant la réalité. Et puis la vie revient, par des chemins moins attendus. À l'automne, un dîner chez les amis éditeurs. La table est ovale, la lumière douce. Une romancière célèbre parle de l'invisibilité des femmes dans les récits de guerre. Elle glisse à Pleven que les lois se souviennent moins bien que les corps. Il répond doucement que l'État, pour durer, doit redresser la colonne vertébrale de ses procédures. Les procédures nous ont abandonnés en 1940, glisse-t-il. Elle lève un sourcil, amusée, puis sérieuse. On n'en saura pas plus. Plus tard, on racontera une amitié, peut-être un flirt, certainement une écoute réciproque. Rien de scandaleux, rien de public, mais une vibration qui traverse certains soirs et certains choix. Si cela influença un texte, ce fut par capillarité, par cette manière qu'a l'intime de colorer la main qui signe. Le printemps 1953 apporte une autre figure, plus rugueuse. L'anticommunisme durcit les oppositions, l'Assemblée se crispe, les gouvernements tombent comme des fruits trop mûrs. Pleven redevient ministre à plusieurs reprises, aux colonies, aux finances, puis à la défense selon les périodes antérieures et suivantes, naviguant entre portefeuilles avec une constance, maintenir la cohérence européenne dans la tempête. On le voit, un après-midi pluvieux, entrer au perron sous un parapluie qui se retourne. Il rit, brièvement, d'un rire qu'on lui connaît peu, et dit à son directeur de cabinet
Voilà une image exacte de la 4e. Une seconde plus tard, il redevient sérieux. Dans l'ascenseur, il relit une note sur les modalités de contrôle parlementaire du futur commissariat de la CED. L'ironie n'a pas tué la volonté. Mais chaque avancée ajoute une dette. Les syndicats de l'armement veulent des garanties nationales, les officiers redoutent de perdre des repères, les électeurs demandent où est la croissance dont on parle dans les salons. À Dinan, une ouvrière lui confie que son mari, ancien prisonnier, cauchemarde à l'idée d'une caserne allemande à 100 km. On ne débat pas avec un cauchemar. On pose une main sur une épaule, on promet de rester vigilant, on explique la chaîne de commandement prévue par le traité, le contrôle politique, le veto possible. Sinon quoi ? Sinon rien. Le cauchemar repart avec elle. Au cœur de 1954, le nœud se resserre. La défaite de Dien Bien Phu en mai fracture la confiance. Le pays qui devait faire entrer l'Allemagne fédérale dans une architecture de sécurité découvre ses propres failles, au loin, dans un camp perdu au milieu des collines. Les adversaires de la CED flairent l'instant, parlent d'orgueil blessé, d'état déconcentré. Les soutiens se figent, certains s'éloignent. Dans une réunion nocturne, un allié fidèle lui souffle « Nous n'avons plus la marge ». Pleven ne l'interrompt pas. Il sait déjà que le calendrier parlementaire ne pardonnera pas. La veille d'un vote clé en commission, il s'attarde dans son bureau vide. Sur la table, la photo de la plage bretonne, un carnet noir, un billet d'âne, revient tôt. Il sourit, désolé à l'avance. Il rouvre le traité, reprend les articles sur le commissariat, les pouvoirs de l'Assemblée commune, la place de l'OTAN. La musique est juste, mais l'orchestre se défait. Dans le couloir, un agent éteint les appliques une à une. Il reste la lampe verte à abat-jour usé. Pleven ferme les yeux une seconde. Quand il les rouvre, il est déjà ailleurs, dans cette zone où l'on comprend que l'on va perdre une bataille sans perdre la cause. Car voilà le nœud qui se forme et ne se défera qu'en laissant des fibres. La CED, signée en 1952, sera rejetée par l'Assemblée nationale le 30 août 1954. Ceux qui prononcent le non invoqueront la souveraineté, l'orgueil, la prudence. Ceux qui regrettent compteront les occasions perdues. Pleven, lui, encaissera sans éclat. Il ne criera pas, ne se répandra pas. Il regardera la carte d'Europe et déjà imaginera d'autres passerelles. L'union de l'Europe occidentale, l'approfondissement atlantique, toutes ces formules de réparation qu'on invente quand le grand ouvrage a été abattu sur le chantier. La vie privée épouse ce tournant d'une façon impalpable. Anne, ce soir-là, pose une main sur la sienne plus longtemps que d'habitude. On parle des filles, de la rentrée, d'un week-end à Dinan. On se tait aussi. Les couples solides savent faire de la place au silence. Au téléphone, une amie de lettres lui dit seulement « Vous avez tenté la forme ». Il répond « Il fallait ». La phrase claque comme un couvercle. Le lendemain, la machine reprendra, mais autrement, avec ce mélange de lucidité et d'obstination qui fait les survivants politiques. La deuxième partie de sa trajectoire s'achève donc sur un paradoxe. Il a agrandi la carte, fait entrer l'Allemagne dans la possibilité d'un commun, mobilisé des alliances et, en même temps, il voit l'ouvrage s'effondrer au pied de l'hémicycle. Il a accumulé du capital d'influence, mais il a dépensé son crédit dans la bataille. Il a gagné des alliés durables en Europe, perdu des soutiens fragiles à Paris. Il a protégé son couple au prix de ce qu'on n'avoue pas, des rendez-vous manqués, des étés écourtés, des confidences reportées. Et maintenant, il n'existe plus de solution indolore. Quel que soit le chemin, il faudra payer. Le nœud est là, serré, vivant, et il attend qu'on le tranche. Le papier crisse comme une peau sèche. 30 août 1954, rejet. Un simple télégramme, posé de travers sur le bureau, un mot qui bascule un continent. Le silence après le vote de l'Assemblée a une densité d'orage. On ne discute plus de la communauté européenne de défense. On ramasse. Dans l'air flotte une odeur de tabac froid et d'encre renversée. René Pleven s'adosse, baisse les paupières une seconde puis relève la tête. Ce n'est pas la fin de l'idée européenne, c'est un changement de rail. Et ce changement va l'entraîner plus loin qu'il ne l'imagine, jusqu'aux confins de la justice et de la parole publique, en passant par la poussière d'une guerre coloniale qui empoise tout. Les jours suivants, il avance comme dans une ville après la pluie. Les pierres sont glissantes, la circulation hésite, et pourtant un mouvement s'impose. À Paris, on cherche une sortie honorable. La France adhère à l'union de l'Europe occidentale avec les Britanniques et les Néerlandais, 1954 encore, comme si l'on recousait à la hâte une étoffe que l'Assemblée vient d'entailler. Dans un bureau du Quai d'Orsay, des cartes sont repliées avec soin. On change les étiquettes, on parle coopération militaire sans dire armée supranationale. Pleven ne parade pas.
Il sait la part d'inachevé qui demeure, mais il tient au fil continu. Encadrer le retour de l'Allemagne, insérer l'Atlantique dans une architecture européenne, éviter le retour des automatismes nationaux qui dévorent les générations. La secousse suivante arrive d'Algérie. Novembre 1954, explosion, tract, intervention, et soudain l'Empire prend un visage précis, douloureux. Dans un couloir du ministère, un colonel passe en laissant derrière lui l'odeur sèche des draps d'hôpital. Les mots se durcissent. Maintien de l'ordre, opération, appel à renfort. Pleven regarde la topographie algérienne comme il regardait la carte de l'Europe. Il cherche des structures, des garde-fous, des médiations. La 4e République, elle, grince, change de chef comme on change d'ampoule sur un lampadaire défaillant. Il reprend des portefeuilles, en quitte d'autres, scrute les crédits, argumente dans les commissions. Le grand projet continental s'est dissous, et l'idée qui le portait, remplacer la brutalité par des formes stables, continue de guider sa main. À Dinan, il retrouve l'échelle humaine. Le maire qu'il est depuis l'après-guerre serre des mains à la sortie d'un concours de boules, s'arrête devant une vitrine de quincaillerie, promet un rond-point pour désengorger le marché. On lui glisse des nouvelles d'Alger, des conscrits qui prolongent, un beau-frère qui ne dort plus. Anne marche à ses côtés, un père clair, écharpe bleu marine, un bloc-notes petit format dans la poche. Elle note des prénoms, des dates, des promesses. Dans la voiture qui les ramène, il parle peu. La radio grésille, donne des communiqués. Il dit seulement « Nous avons trop d'allumettes à proximité des barils ». Elle approuve d'un souffle, puis lui rappelle qu'un instituteur attend la rénovation de son école depuis 3 ans. L'universel et le local partagent la même table, et c'est souvent le local qui garde le couvert propre. 1956, Suez. Le téléphone n'arrête pas. Les voix s'en mêlent entre Le Caire, Londres et Paris. Dans un salon discret, on voit l'épaisseur veloutée d'un rideau, un cendrier plein, des sourcils froncés. La France et le Royaume-Uni veulent briser l'audace de Nasser, Israël entre dans la danse. Les Américains, d'abord ambigus, finissent par tordre le bras de leurs alliés. La scène est brutale, une puissance moyenne comprend qu'elle n'a plus la liberté de ses gestes. Pleven, qui a grandi politiquement au contact de la logistique et des câbles, sait ce que cela veut dire. L'échelle du monde a changé, l'Europe devra parler autrement ou se taire longtemps. À cet instant, la conversion intime qu'il avait amorcée en 1950, l'idée d'un pouvoir partagé, devient une nécessité froide, presque physique. Le 13 mai 1958, l'Algérie explose à son tour en politique intérieure. Les cris de De Gaulle au pouvoir traversent la Méditerranée et s'abattent sur la chambre comme une bourrasque. On ne compte plus les conciliabules, on ne dort plus. La 4e République s'effondre dans le vacarme de ses procédures, la 5e naît dans la gravité d'un mandat d'exception. Pleven n'est pas homme de coups de menton, il est homme de couture. Il accepte l'évidence. Sans une ossature plus robuste, les institutions continueront de se briser sur la pierre des crises. Il accompagne la transition, vigilant. On le voit, un soir de juin, rentrer rue Barbet de Jouy avec un exemplaire du projet de constitution sous le bras. Il s'assoit, allume une lampe basse, lit à haute voix quelques articles sur l'exécutif et le Parlement. Anne écoute, tricote, puis s'arrête. « Ça tiendra mieux ?» demande-t-elle. Il répond, après un silence, « Cela tiendra si la parole reste contrôlée. » Son pas vers la 5e n'a rien d'un ralliement capricieux. C'est une acceptation lucide des conditions de la durée. Les familles politiques se recomposent. L'UDSR, que Mitterrand animait, se disperse. Le centre se cherche. Des amitiés se tendent, d'autres naissent. On croise, à la sortie d'une commission, une juriste à la voix grave qui lui expose des lacunes de la législation contre la haine raciale. Ils se revoient, échangent des notes, comparent le droit américain et les textes de l'après-guerre. Pas de romance affichée, mais une entente intellectuelle qui va compter. La guerre d'Algérie, sa dureté, ses humiliations, laissent dans l'espace public des lignes de fracture, des mots qui blessent à vif. Pleven, qui aime l'ordre des procédures, commence à penser la parole comme un territoire à protéger autant que les frontières. Il continue d'être député des Côtes du Nord, s'acharne sur les ponts, les routes, la modernisation silencieuse. Il préside, il arbitre, il visite. Une photographie le montre, 1962, inaugurant un collège, une craie blanche dans la main, comme s'il signait un traité minuscule avec l'avenir. Les visages derrière lui sont ceux des enfants du baby-boom, leur cartable sent le cuir neuf. On peut sourire à ces symboles, mais il y voit un levier. La République tient par les écoles plus sûrement que par les discours. Le soir, de retour à Paris, il lit les premiers bilans de la politique d'intégration des rapatriés, cherche les failles, demande des correctifs.
La grande politique n'est plus un balcon, c'est un atelier. 1965. L'élection présidentielle au suffrage universel fait bouger les plaques. De Gaulle écrase le premier tour, puis l'emporte au second. Les centristes réévaluent leur trajectoire, certains se rapprochent, d'autres s'opposent. Pleven, lui, cultive une voie exigeante. Soutenir ce qui stabilise, résister à ce qui rigidifie, et toujours chercher la couture européenne derrière l'écorce gaulienne. Au banc des ministères, il revient et repart, tient la chronique du possible. Ses cheveux ont blanchi, ses gestes se sont ralentis, mais l'œil reste vif. Dans la salle d'attente d'un secrétariat d'État, 2 jeunes députés, c'est nouveau, elles sont là, lui parlent des injures qu'elles reçoivent lorsqu'elles prennent la parole sur l'école ou la famille. Il écoute longtemps, note des expressions, relève des tournures. L'idée qui couve prend forme. La liberté n'est pas une licence d'humilier. 1969, changement de décor. De Gaulle s'en va après l'échec du référendum, Georges Pompidou arrive, Jacques Chaban-Delmas forme son gouvernement de Nouvelle Société. René Pleven devient garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il a 68 ans, une bibliothèque pleine de dossiers reliés en toile, et une obsession, ramener la République à l'exactitude de ses promesses juridiques. Sa nomination surprend certains, rassure d'autres. Dans la grande cour de la place Vendôme, le marbre renvoie un froid d'église. Il monte l'escalier, pose la main sur la rampe, salue brièvement les magistrats massés dans le salon d'honneur. Les regards sont mesurés. Il entre dans son bureau, ferme doucement la porte. Sur la table, un buvard, une plume, un code pénal. Il les dispose parallèlement, comme on aligne des outils avant une opération. Le moment de bascule intime se produit là. La politique étrangère s'éloigne. Ce qui vient, c'est la justice comme théâtre de la parole. 1970, 1971, 1972, c'est un chantier profond. On modernise la procédure pénale, on parle de l'aide judiciaire, on ouvre des fenêtres dans les prisons. Et surtout, on écrit une loi nouvelle contre la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Les archives retiendront une date sèche, 1er juillet 1972, et un surnom précis, loi Pleven. La scène qui précède le texte a des couleurs plus intimes. Un soir d'hiver, une avocate engagée, croisée dans les réunions du Conseil de l'Ordre, apporte un dossier épais de coupures de journaux, de tracts, de témoignages. Elle lit à voix basse des insultes publiques lancées contre des familles arrivées du Maghreb. Dans la pièce, on entend le chauffage vibrer et un stylo gratter. « Les mots font des bleus », dit-elle. Pleven répond « Alors la loi doit reconnaître la contusion ». Un courant traverse ce travail. On convoque les jurisprudences, on mesure la frontière entre l'opinion et l'appel à nuire, on consulte les rédactions, on écoute des magistrats. Dans un amphithéâtre de la Cour de cassation, un vieux professeur au timbre rocailleux rappelle la déclaration de 1789 et avertit contre l'excès de vertu pénale. Pleven ne cherche pas la vertu, il cherche l'efficacité. Il fait introduire dans le code pénal des incriminations précises, assorties de peines, permettent aux associations de se constituer partie civile. Il n'ignore pas les risques d'abus, mais il les préfère aux ravages de l'impunité. La résistance est réelle. Des éditorialistes crient à la censure, des parlementaires s'arc-boutent au nom d'une liberté d'expression comprise comme un territoire sans balises. Il répond au micro d'une voix posée, « La liberté d'expression ne fut jamais le droit de rabaisser. Elle commence là où s'arrête l'appel à blesser. » On lui en voudra de cette phrase, on lui en saura gré aussi. Dans les couloirs, on croise des militantes, des maires, des instituteurs, des prêtres, des rabbins, des imams discrets. Toute une sociologie de l'après-guerre qui demande à la loi de maintenir le plancher. Le garde des Sceaux qu'il est devenu prend la mesure d'un pays transformé, urbain, métissé, qui ne supporte plus l'ancien ton. Il passe des heures à lisser les rédactions pour que la loi soit une épée qui tranche, pas un filet qui étouffe. Pendant ce temps, sa vie personnelle se déroule dans une clarté sans tapage. Anne, compagne de la première heure, vieillit avec une élégance sans effet, suit la presse, commente les enchaînements, surveille sa fatigue. Dans un jardin public proche des Invalides, on les voit parfois marcher, lui au bras d'elle, elle tenant un sac en cuir souple. Il parle de la réforme de la carte judiciaire, elle lui répond par une remarque sur la patience des greffiers. Ils se connaissent trop bien pour surjouer. On évoque, à voix basse, une affection plus amicale avec une magistrate, silhouette fine, tailleur anthracite, qui l'aide à calibrer les seuils de la nouvelle loi. Si l'on en croit des proches, Anne n'ignore rien et ne dramatise pas. Elle rappelle à son mari qu'une œuvre n'appartient jamais à une seule main. La troisième grande secousse de cette période n'est pas un vote, c'est un paysage. Mai 68 a reconfiguré les mentalités. La justice devient une scène où l'on attend de l'État qu'il arbitre des conflits de mœurs, de mémoire, de dignité. Le garde des Sceaux comprend le déplacement.
Un après-midi de 1972, dans un palais de justice de province, on entend les pas d'une classe de lycée qui visite le tribunal. Les élèves posent des questions directes. L'un d'eux, 17 ans, demande si l'on peut punir les mots. Pleven lui répond simplement « On ne punit pas les mots, on punit l'appel à faire du mal ». La ligne paraît fine, elle est praticable. Elle trace un chemin où la République ne se renie pas. À Matignon, les arbitrages fiscaux et sociaux continuent de grincer. À l'Élysée, la maladie de Pompidou, qu'on ne nomme pas encore, jette une ombre. Dans les cabinets, on compte les majorités, on scrute les échéances. Pleven, lui, avance à son rythme obstiné. La loi Pleven passe, les premiers procès l'éprouvent, l'affinent, et l'on voit soudain des boutiques fermées après des appels à la haine, des journaux publier des excuses, des tribunes se relire 2 fois. Ce n'est pas un bâillon, c'est un miroir. Il n'a pas sauvé la CED, mais il a modifié la respiration de la place publique. Les conséquences sont personnelles et systémiques à la fois. Dans les dîners, on lui reproche d'avoir durci l'atmosphère. Dans les prétoires, on le remercie d'avoir donné des armes à ceux qui n'en avaient pas. Il y a dans ce virage de la fin des années 60 et du début des années 70 un point de non-retour. L'homme des câbles et des architectures militaires est devenu l'homme du droit qui protège. On pourrait y voir une contradiction. C'est la même ligne, adaptée au siècle. Protéger, c'est parfois négocier des chars, c'est parfois encadrer des phrases. La cohérence tient au refus du laisser-faire. Un soir de décembre, dans son bureau place Vendôme, il reste seul plus tard que d'habitude. La fenêtre reflète sa silhouette et derrière, l'arc électrique des réverbères. Sur le coin du bureau repose la vieille photo de la plage bretonne. Il l'effleure. Il pense à l'échec de 1954, à Suez, à l'effondrement d'une république, à la naissance d'une autre, aux femmes qui ont poussé ses idées vers le concret, à Anne qui a amorti les secousses, à ces mots qu'il a voulu domestiquer sans les emprisonner. Il sait que l'on ne revient pas en arrière. On ajuste, on corrige, on laisse des clous plantés dans la charpente. Lorsqu'il quitte la chancellerie en 1973, il ne fait pas de discours lyrique. Il remercie ses équipes, serre des mains, glisse une blague très brève à un greffier sur la lenteur des ascenseurs. La voiture démarre, la place Vendôme tourne doucement autour d'elle-même. Pleven regarde par la vitre les pavés luisants. Il a perdu un plan, gagné une loi. Il a traversé 2 régimes, plusieurs guerres, une décolonisation, un bouleversement culturel. Il a fait des choix qui ont coûté à son sommeil et tenu son couple. Désormais, il lui reste à mesurer ce qui demeurera dans les institutions et ce qui s'évaporera avec les hommes. La réponse viendra plus tard, mais le mouvement, lui, est arrêté. Il a franchi le seuil où les conséquences deviennent à la fois intimes et collectives. Rien ne s'efface, tout s'additionne. Un cahier à couverture noire. Une date au coin d'une page, 1973. Le bruit du loquet dans l'escalier de la place Vendôme a cessé. René Pleven quitte la chancellerie sans escorte tapageuse, un carton sous le bras. Dedans, 3 objets. Un code pénal annoté, une photo froissée d'une plage des côtes du Nord, un ruban bleu et jaune. Ce n'est pas un trophée, c'est un fil. Le pouvoir a changé de pièce, mais la scène reste la même. Un pays qui se réforme par à-coups, une Europe qui se cherche une architecture, et un homme qui, au lieu de se retirer, redescend vers la base pour continuer, autrement. On n'imagine pas un ex-président du Conseil passer ses matinées dans une salle municipale qui sent la peinture fraîche. Lui, si. À Dinan, il retrouve ses marques, celles qui n'ont jamais vraiment disparu depuis 1944. La mairie, les dossiers de rue, les rendez-vous avec des commerçants, la voix patiente des secrétaires. Il a 72 ans et l'énergie d'un élu local qui sait qu'un trottoir réparé vaut, pour une mère de famille, plus qu'une envolée au journal officiel. Un matin d'automne, on le voit pousser la porte d'une école primaire. Les enfants se lèvent d'un même mouvement, la maîtresse sourit, il insiste pour rester debout au fond, écoute une leçon de géographie sur les fleuves. À la sortie, il dit juste au directeur « Les fenêtres laissent passer l'hiver, on va les changer ». La phrase a l'air modeste. Elle raconte sa méthode, faire tenir le pays par ses charnières. Le pays, justement, bascule encore. 1974 emporte Pompidou, installe Valéry Giscard d'Estaing, promet une modernisation sans brutalité. Pleven prend la tête du Conseil régional de Bretagne, à un moment où les régions ne sont encore que des entités administratives à la légitimité flottante. Entre 1974 et 1976, il préside une assemblée où l'on débat d'abattoirs, de ports, d'autoroutes, de lycées. Les chaises grincent, un micro crache, des dossiers bleu-ciel s'empilent. Il pousse des projets d'aménagement, défend des crédits pour des routes qui relieront des bourgs longtemps ignorés,
fait de la desserte ferroviaire une obsession tranquille. Sur une grande carte, on voit son doigt suivre la ligne Rennes-Saint-Brieuc, puis bifurquer vers la côte. « La Bretagne n'est pas un cul-de-sac », répète-t-il. À chaque réunion, Anne est là parfois, discrète au dernier rang, un carnet sur les genoux. Elle coche un mot, un chiffre, lève les yeux quand la discussion dérive. Ces années-là, l'Europe n'est pas absente. Elle est partout, mais différemment. Les fonds communautaires commencent à irriguer les territoires. La politique agricole commune réchauffe des campagnes qui se mécanisent vite. Pleven voit venir la logique des réseaux. Routes, câbles, universités. Il se souvient du téléphone de ses jeunes années, de l'évidence qui s'était imposée à lui, à New York et à Londres. Relier, c'est gouverner. Ce vieux réflexe industriel trouve en Bretagne un terrain presque sentimental. Il inaugure un échangeur sous un ciel bas, serre des mains tachées de graisse, promet une formation technique à Lannion pour garder les ingénieurs sur place. On prend des photos en couleur, des rubans tombent au sol, des applaudissements claquent, puis tout le monde retourne au travail. Le symbole n'est pas une fin, c'est une charrette qu'on pousse. À Paris, l'alternance de 1981 installe François Mitterrand à l'Élysée. L'ancien animateur de l'UDSR, compagnon de Crète et adversaire circonstanciel. Les routes politiques se recroisent sans drame. Pleven n'a jamais été un personnage de chapelle. Il s'intéresse aux résultats. Il regarde l'abolition de la peine de mort de 1981 avec l'œil d'un garde des Sceaux d'hier, sensible aux silhouettes de Badinter au Parlement, aux mots qui tombent comme des pierres retirées d'un sac. Il n'applaudit pas à grands gestes, il acquiesce avec précision. Dans une brève conversation, selon des proches, il glisse « Une démocratie gagne quand elle renonce à ce qu'elle ne peut faire sans se renier ». La formule a l'air de rien, elle résume une pratique. À Dinan, les saisons passent par la couleur des parapluies. Il est maire des décennies durant, jusqu'à la fin des années 80. Ses cheveux blanchissent, sa voix reste claire. On le surprend un soir de novembre à la sortie d'un conseil municipal, la pluie dessinant des veines sur les pavés. Une jeune élue, la trentaine, lui parle des injures dont elle a été la cible pendant une réunion publique. Il écoute, penche légèrement la tête, répond « La loi vous couvre, et je vous couvre ». Il fait plus que parler. Son ancienne loi de 1972, conçue pour barrer la route à la haine raciale, sert de socle à des décisions locales. Refus de salle municipale pour des groupes qui appellent explicitement à discriminer, rappel de droit fait calmement du haut de son bureau. La légalité n'est pas un bouclier suffisant, mais c'est un bouclier nécessaire. Il s'en sert sans raideur et sans fanfare. Ses amitiés s'installent dans un registre apaisé. La juriste à la voix grave qu'on avait vue au temps de la chancellerie passe parfois un week-end en Bretagne. On marche le long de la Rance, on parle du droit comme d'une charpente qu'il faut vérifier avant l'hiver. Anne mène la conversation vers l'essentiel, pose les questions qui ramènent les concepts aux gens. On raconte dans le cercle proche que cette présence féminine a été pour Pleven une respiration intellectuelle et une exigence de clarté. Rien qui contredise la fidélité du couple, tout ce qui atteste du sérieux d'une vie partagée. Laissez entrer la critique, pourvu qu'elle serve. Le prix de ce triangle discret, c'est l'attention. On vieillit mieux quand le monde garde de l'intérêt. Le pays, lui, poursuit ses grandes manœuvres. 1984 voit les batailles scolaires, 1986 la première cohabitation, 1989 la chute d'un mur qui transformera la carte qu'il a tant regardée. Un soir de novembre, la télé allumée au coin du salon, les images de Berlin envahissent la pièce. Des gens passent, des pierres tombent, des cris montent, la musique est mauvaise et magnifique. Pleven ne commande pas, il baisse le son et dit seulement « Nous avons échoué en 1954, mais l'obstination a gagné autrement ». Il sait que la construction européenne s'est faite par couches, la CEE de 1957, l'élargissement à la Grande-Bretagne en 1973, l'acte unique de 1986. Il sait surtout que le temps, ce grand sculpteur, pèse plus fort que les faits d'armes. La forme l'emporte sur l'éclat. Dans ses papiers, on trouve une enveloppe beige où il a glissé quelques notes sur la liberté d'expression. Il y reprend, à la main, la ligne tracée en 1972. Distinguer injure et appel au passage à l'acte, donner aux associations un levier, ne pas confondre censure et protection. Il ajoute, au stylo vert, la prochaine étape concernera la mémoire. Il ne le sait pas encore, mais 1990 verra la loi Guesso punir la négation de crimes contre l'humanité. La loi Pleven aura préparé le terrain. Sa trace n'est pas un monument, c'est une marche sur l'escalier. Des magistrats, des professeurs, des militants la graviront, des journalistes la critiqueront. La démocratie est vivante quand elle peut s'offrir de tels frottements. Les années 90 s'ouvrent avec une promesse et un adieu. La promesse porte un nom, Maastricht.
Le 7 février 1992, les 12 signent un traité qui transforme la communauté en union, qui invente une monnaie à venir, qui pose l'idée d'une politique étrangère commune. Pleven suit cela comme on suit la convalescence d'un patient aimé. Il lit les articles dans Le Monde, découpe des colonnes, colle sur une feuille, entoure des mots. Citoyenneté, subsidiarité, pilier. Il sourit à ce vocabulaire de constructeur. On dirait la version civile de ce qu'il avait tenté en 1950. Une force sans uniforme, une souveraineté par addition. Le soir, à la fenêtre, il regarde la pluie tracer des stries sur la vitre et murmure, pour lui, « Nous avons notre forme ». L'adieu, lui, à la sobriété des grandes vies françaises. Au tout début de 1993, l'hiver est humide, Paris sent le linge mouillé et le café serré. Le 13 janvier, René Pleven meurt à Paris, à 91 ans. Sa disparition ne provoque pas de tumulte, elle déclenche des souvenirs. Des nécrologies racontent le compagnon de la Libération, l'homme de Londres, le double président du Conseil en 1950-1952, le garde des Sceaux de 1969-1973, le maire obstiné d'une petite ville bretonne. Elle rappelle l'armée européenne, imaginée trop tôt, la loi de 1972 venue juste à temps, les gestes infimes qui tiennent un territoire. Les hommages officiels parlent d'un modéré de haute intensité. L'expression, involontairement poétique, lui va bien. Anne survit à son mari quelques années, dans une maison où les journaux continuent d'arriver à l'heure, où le salon garde l'odeur d'un cirage discret. On la voit un jour de printemps, ouvrir un tiroir, poser sur la table la photo de plage qui ne l'a jamais quittée. Les deux filles, devenues femmes, viennent déjeuner. On parle de petits-enfants, d'un chemin côtier à refaire, d'une bibliothèque à donner. On n'insiste pas sur la mémoire, on l'honore en s'occupant du présent. Une lettre ancienne tombe d'un livre, 2 phrases écrites en 1942 depuis Londres. « Tiens bon, nous tenons ». Elle sourit. La ligne s'étire sur un demi-siècle sans se rompre. Au cimetière, la Bretagne accompagne l'homme à sa manière. Un vent qui déplace les nuages, des voix basses, des mains qui se serrent sans protocole. Un ancien conseiller régional glisse à voix presque inaudible. Il n'a pas confondu grandeur et grabuge. Un mot sur la pierre rappelle les titres, un autre la ville. Dinan. On repart par des routes qu'il a élargies. On traverse des bourgs où des collèges portent des plaques émaillées inaugurées un jour par lui. On longe des câbles enfouis qui disent l'époque à leur manière. Les infrastructures ont cette politesse. Elles se taisent quand elles travaillent. Ce qu'il laisse, des institutions qui l'ont parfois contredit mais l'ont au final rejoint. La 4e République s'est brisée, la 5e a tenu. L'armée européenne n'a pas vu le jour tel quel, mais le principe d'une défense concertée s'est glissé, patiemment, dans les mécanismes. Union de l'Europe occidentale, puis dialogue qui prépare bien plus tard une coopération structurée permanente. La loi Pleven a donné au droit une prise sur l'insulte qui déshumanise. Elle a aussi obligé des journalistes, des professeurs, des élèves à préciser ce qu'ils entendaient par liberté. En Bretagne, les routes, les lycées, les zones d'activité parlent encore d'un entêtement calme qui a changé la géographie d'une région. Et les relations, qui filent derrière la carrière comme un courant sous la surface. Elles ne furent ni décoratives ni orageuses. Anne, compagne de toute une vie, a été le ballast qui empêche un navire de chavirer quand la houle s'élève. 2 filles ont grandi dans cette alternance de silence et de remise de clés, apprenant que l'ambition politique n'a de sens qu'adossée à des regards qui ne se laissent pas éblouir. Des amitiés féminines, discrètes, réelles, ont contraint l'esprit à ne pas se raidir, ont fait avancer la plume d'une loi et la prudence d'un arbitrage. Il n'y a pas de roman caché. Il y a une fidélité à la conversation, celle qui empêche les hommes d'État de devenir des monologues. Le dernier mot appartient à une scène simple. Un soir de 1992, quelques mois après Maastricht, il rentre chez lui, pose sa canne contre la console, s'assoit près de la fenêtre. Sur la table, une enveloppe blanche. Un feuillet où un étudiant lui demande une citation pour un mémoire sur la CED. Il prend son parker, celui qu'il serrait autrefois jusqu'à blanchir les phalanges, et écrit lentement « Nous avons voulu une forme pour contenir la force. L'histoire l'a construite autrement, mais elle l'a construite. » Il signe, replie, colle le timbre. Dehors, la pluie bat contre les vitres comme une vieille amie. Dans le salon, Anne ferme un livre et éteint la lampe. Le monde n'attend pas les morales. Il se contente d'objets qui pèsent. Un stylo, une photo, un ruban. Et la trace d'un homme qui aura passé sa vie entière à faire tenir ensemble ce que la peur séparait.